Commencer peut-être avec Jean-Hervé Lorenzi. La relance économique, 10% avant la fin de l'année, Bruno Le Maire l'a dit, donc c'est une vraie relance économique. C'est aussi l'opportunité d'accélérer un certain nombre d'investissements, notamment pour les régions et pour le Grand Paris, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Jean-Hervé, c'est une vraie relance ? Bien sûr que c'est une vraie relance. Le plan est en réalité, je crois, l'objet de critiques qui sont très à côté de la plaque. Les deux vraies questions, c'était est-ce qu'il y a l'ampleur ? Oui, il y a l'ampleur, bien entendu. Oui, c'est déjà pas facile de sortir 40 milliards l'année prochaine. C'est pas si facile que ça de dépenser de l'argent. Et deuxième aspect, est-ce que l'idée de privilégier les entreprises, l'offre, était la bonne solution ? Oui. Après, Bruno Le Maire a évoqué le sujet de la confiance. Et je voudrais juste, et comme tout le monde, dire que c'est ça le cœur du dispositif, de ce qui va se passer dans les semaines ou mois qui viennent. Est-ce que ça va marcher ? C'est compliqué de faire marcher toute cette opération, il l'a indiqué. Je rajouterai juste 4 propositions, mais qui sont des propositions qui, j'espère, vont être mises en œuvre assez naturellement. La première, c'est que si on veut mettre de la confiance, au fond, sur le marché du travail, je pense qu'il faut mettre un gros coup d'accélérateur sur le logement. Curieusement, j'arrive jamais à comprendre, le logement... Alors, on m'a dit qu'on allait en parler, qu'il y avait des amendements, mais le logement n'est pas présent, sauf sur les aménagements thermiques qui sont très importants, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème des millions de Français qui n'ont pas de logement, et on sait que c'est de l'emploi. Deuxième aspect, c'est la jeunesse. C'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a, je crois, un peu plus de 7 milliards qui sont évoqués. Moi, je pense que nous pensons, parce que là, je m'exprime dans une des propositions du Cercle des économistes, que si on demande à des jeunes de faire 1 an de formation qualifiante, c'est-à-dire qu'ils s'engagent réellement à le faire en plus, il faut évidemment le financer. On finance bien les actifs, donc il faut le financer. Les bourses, je parle sous le contrôle de Valérie Pécresse, que c'est beaucoup mieux que moi, mais c'est peut-être 300 € par mois. Passer au RSA, c'est 165, c'est pas la fin du monde, et je pense que ça donnerait grande confiance à la jeunesse. Troisième aspect, ceux qui connaissent le mieux les pertes d'exploitation des entreprises, ce sont les assureurs. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas, ça a été évoqué, assez rapidement, j'allais dire, une perte d'exploitation pandémie, non pas pour ce qui s'est passé, vous savez qu'il y a un débat juridique assez compliqué entre des assureurs et des clients, mais pour l'avenir. Sachant que la réassurance, comme ça risque d'être très important, la réassurance, elle ne peut être que publique. Mais l'idée qu'on rassure les entreprises qui sont terrorisées plutôt que de ce qui peut arriver, on leur dit, si jamais il y a de nouveau une nouvelle pandémie, ce que, évidemment, personne ne peut souhaiter, mais si jamais il y a, en tous les cas, une procédure, ce serait bien. Et puis le quatrième sujet, c'est les acteurs. Alors là, c'est les territoires, c'est pour ça que je termine sur ce sujet que je connais moins bien que mes camarades de la table ronde. Mais je trouve qu'il y a des acteurs qu'il faut mobiliser. Parce qu'au fond, si on veut relocaliser, ou plus exactement réindustrialiser, ça ne peut s'appuyer évidemment que sur les régions, bien entendu. Mais on a des acteurs qui marchent bien, qui ont bien fonctionné, qui ont été créés par Raffarin il y a 20 ans, qui sont les pôles de compétitivité. Je trouve que c'est absurde qu'on n'utilise pas ce type d'acteurs. Alors, mieux vaut utiliser ceux qui existent que créer des acteurs nouveaux. Ça prend toujours beaucoup de temps. Essayer de les développer, de l'utiliser. Ils ont l'avantage d'être à la fois ancrés dans les territoires, représenter les universités, les centres de recherche, les industriels. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, après, on peut discuter des modalités, mais sur ces 4 points de confiance que je proposerai volontiers en complément d'un plan de relance qui, objectivement, est, j'allais dire, de bonne facture. Merci beaucoup Jean-Hervé. Peut-être une question de relance sur la relance dans les régions, la question de l'articulation et le risque réel qu'une partie de cette relance se perde dans les méandres technocratiques. Le ministre l'a dit, il faut être très volontariste pour dépenser cet argent. Vous qui connaissez bien ces questions, comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'argent aille bien là où il est nécessaire ? L'idée est simple, mais là, c'est pas du tout de la failloterie par rapport à ceux qui sont là, mais c'est évidemment de transférer très largement les pouvoirs de décision à l'ensemble des collectivités locales. C'est la seule manière de le faire. Les ministères sont bien, mais ils sont évidemment pas adaptés à, j'allais dire, à éviter les biais que vous avez évoqués. Donc, évidemment, c'est les collectivités locales.
Alors, pour territorialiser la relance, on va entendre Valérie Pécresse, qui n'a pas attendu le plan de relance, d'ailleurs, pour commencer à se pencher sur la nécessité de relancer l'économie, puisque depuis le mois de mai, il y a un plan de relance de la région. Mais Valérie Pécresse, peut-être ce qui serait intéressant, c'est que vous nous parliez de l'articulation entre votre vision, effectivement, de l'économie de l'Île-de-France, qui a été affectée, comme toutes les autres partie du pays, et ce plan de relance, est-ce qu'il est bien adapté, est-ce qu'il est bien ciblé, est-ce qu'il va pouvoir relancer l'économie? D'abord, j'ai été très sensible au fait que Bruno Le Maire a reconnu ce qui pour moi est une évidence, c'est que le plan de relance ne sera dépensé que s'il est régionalisé. Et si sa conduite est déléguée à un couple préfet de région, évidemment, puisque c'est l'État qui paye en partie, et président de région. Et on a eu la discussion hier chez le Premier ministre avec tous les présidents de région. Le vrai problème de cet argent, c'est qu'il faut qu'il se transforme en projet concret. Et ça, l'État n'a pas le pouvoir de le faire. Et on l'a vu au moment de la crise l'année dernière, l'État est trop loin. L'État ne sait pas faire tout seul, et surtout, il ne connaît pas ce que nous, on connaît intimement, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs. Un écosystème économique, c'est de la formation, mais c'est de l'entrepreneuriat, c'est du financement, c'est aussi de l'innovation, c'est aussi des transports, c'est aussi du logement, c'est de l'aménagement. Donc en réalité, c'est des lycées qui fonctionnent, c'est de la jeunesse, donc du capital humain. Donc sur tous ces sujets-là, la région investit. On est vraiment en lien, je le disais à Patrick Ollier, en lien avec les EPCI, en lien avec les intercommunalités. Nous sommes les deux acteurs de proximité de la relance. Et c'est pour ça que ce plan, pour moi, il doit être totalement régionalisé. Vous savez, la crise, elle a aggravé les fractures, et singulièrement en Île-de-France. C'est la première fois qu'une région, que notre région, la région capitale, est la plus touchée par une crise économique. D'habitude, on est la plus résiliente, on est toujours la moins touchée. Pourquoi? Parce qu'on avait ces emplois captifs qu'on disait non délocalisables, ceux du tourisme, ceux de l'événementiel, ceux de la restauration, ceux de la culture. Et ces emplois-là, eh bien, ils ont été totalement laminés par la crise. Et ça ne va pas redémarrer demain. Vous le savez bien, le transport aérien nous le dit, le retour à la normale, ce ne sera pas avant 2024, peut-être pas avant 2027. Donc on a tout un pan de l'économie francilienne qui était finalement notre édredon, celui qui donnait toujours de l'emploi quand il n'y en avait plus, qui là n'en donne plus. Avec évidemment toutes les personnes, les intermittents de la restauration, les intermittents du spectacle, les intermittents qui eux ont été couverts par l'assurance. Mais c'est surtout tout le secteur du tourisme et de l'événementiel qui est vraiment à plat. Voilà. Donc l'Île-de-France va être très touchée. Par ailleurs, évidemment, on a des fractures terribles qui se sont aggravées entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne le peuvent pas. Et en Île-de-France particulièrement. Donc que doit faire la région? Que doivent faire les régions? Mais puisqu'on parle du Grand Paris, que doit faire la région? Elle doit être un réducteur d'inégalités. Et elle doit territorialiser la relance. Et elle doit être un entremetteur qui met autour de la table tous les acteurs pour faire éclore les projets. Nous sommes en gestion de projet. Et on veut faire quoi? On veut réindustrialiser, on veut décarboner et on veut digitaliser. Parce que je pense que c'est les trois piliers sur lesquels on peut appuyer, j'allais dire, le redémarrage de l'économie francilienne. Alors, on va investir, on va former et on va innover. Là aussi, c'est les trois directions dans lesquelles la région pilotera son action. Merci beaucoup. Alors j'ajouterais deux autres dimensions, Jean-Hervé Lorenzi en a parlé. Le logement, c'est évidemment très important en Île-de-France, et le couple logement-transport qui est évidemment complètement impacté par cette crise, qui est une crise aussi de la mobilité, et qui montre bien que les gens aujourd'hui n'ont pas forcément envie de continuer à se retrouver des heures dans les transports. Vous le savez bien, le projet du Grand Paris d'ailleurs, c'est aussi ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation dans ces deux domaines? Dans ces deux domaines, c'est simple, il faut accélérer. Il faut accélérer. Jean-Hervé accélérer le métro du Grand Paris. Mais accélérer tout. Jean-Hervé l'a dit, le sujet c'est le temps. Il faut gagner du temps. Parce que si on accélère, on fera fonctionner notre écosystème du bâtiment, des travaux publics, on fera fonctionner toutes nos entreprises de systèmes embarqués, on fera fonctionner tout notre écosystème. Et Jean-Hervé a parlé de logement, moi je parlerai d'aménagement. Parce que il y a une demande pour le logement. Il y avait un article dans Les Échos, pardon, je ne devrais pas le dire, ce matin, mais qui était très intéressant. C'est un très bon journal aussi. Oui,
on va saluer la presse économique dans son ensemble, comme l'a fait le ministre. Ce matin, il y avait un article dans Les Échos qui était très intéressant, qui disait que les Franciliens avaient beaucoup plus économisé pendant la crise et le confinement que les autres habitants des autres régions. Mais c'est parce qu'en fait, on dépense plus. On dépense dans toute l'économie. Donc il y a un effet de désépargne, il y a un effet d'épargne et un effet d'appauvrissement. Appauvrissement pour ceux qui ont tout perdu, effet d'épargne pour ceux qui ont pu continuer à avoir un travail. Et c'est cet effet d'épargne qu'il faut absolument aller chercher, c'est cette consommation-là. Donc oui, il faut construire, mais moi je ne suis pas inquiète sur le logement sera rentable. En revanche, le sujet c'est d'accélérer les opérations d'aménagement. Accélérer les opérations d'aménagement, ça pourrait être, c'est ce que j'ai proposé au Premier ministre hier, reconnaître dans la loi des opérations d'intérêt régional dans lesquelles on passerait outre l'enfer bureaucratique et on accélérerait toutes les procédures de façon à ce qu'on puisse construire plus rapidement. Et ça, c'est vraiment l'enjeu. Accélérer la construction, accélérer les projets de transport. C'est pour ça que je suis très fière de l'accord qu'on a réussi à trouver avec le Premier ministre sur les transports. Vous avez vu que j'ai fait un bras de fer assez viril avec le gouvernement sur cette question. Nous avions 2,6 milliards de trous dans la caisse. Tous les grands pays d'Europe et les États-Unis aussi ont renfloué leur transport en commun après la crise. Pourquoi ? Parce que les pertes de recettes étaient colossales et qu'elles me privaient de la capacité de réinvestir. Or, j'ai des projets colossaux d'investissement. Il faut savoir qu'en Île-de-France, nous sommes, c'est un peu technique, mais ceux qui connaissent les arcanes de l'administration comprendront, nous allons être en décembre à 100% d'exécution du contrat de plan État-région. 100% d'exécution, ça veut dire que tous les projets d'investissement des 6 ans auront été réalisés à l'heure, en décembre. C'est du jamais vu dans l'histoire de la région. Pourquoi ? Excusez-moi, je vais me jeter des fleurs. Si je ne le fais pas, personne ne le fera. Mais je pense que j'ai asticoté le gouvernement tellement et tellement, SNCF Réseau, les porteurs de projets, qu'on a fini par être à l'heure sur tous nos projets d'investissement. Il y avait aussi une volonté de l'État de faire, hein. Je ne la nie pas, mais je pense que ça ne s'est jamais vu, 100% d'exécution en décembre. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si en décembre, on ne refait pas un nouveau plan d'investissement dans les transports, eh bien, on ne pourra plus dépenser 1 euro. Donc, on va réinjecter des milliards d'euros dans les transports. Et ça, c'est extrêmement puissant. Alors, vous m'avez dit, les Franciliens ne veulent plus aller dans les transports. Ce n'est pas vraiment vrai. On est à 65% aujourd'hui de personnes qui retournent dans les transports. C'est déjà pas mal, hein, avec le maintien du télétravail. Donc, ça veut dire qu'on a surassuré sur les garanties sanitaires qui étaient données. Et je tiens à le dire, nous sommes au plus haut niveau des garanties sanitaires dans le monde, dans les transports en commun. Donc, les transports en commun vont continuer, ils vont continuer à être ouverts, mais surtout, il faut accélérer l'aménagement, le logement, les transports. Dernière question sur ce point. Le risque de perte d'attractivité de la région Île-de-France est réel, parce que des gens se sont dit, finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à vivre, à travailler dans la région parisienne à cause des mouvements pendulaires qui sont tellement longs, etc. Donc beaucoup de gens se disent, et si je partais à la campagne, ailleurs, est-ce que c'est un danger ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Beaucoup de régions se battent aujourd'hui pour attirer les emplois. Des régions proches de la vôtre, aujourd'hui, font des campagnes de publicité dans le métro pour faire venir les Parisiens. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une compétition ? Absolument. Mais ça date pas d'hier. Quand je suis devenue... Non, je ne suis pas certaine. Quand je suis arrivée en 2016, effectivement, j'avais 2 problèmes. Un, beaucoup de jeunes et beaucoup de cadres partaient à l'étranger. Et 2, beaucoup aussi de cadres partaient en province. Aujourd'hui, je crois que le sujet... Enfin, en tout cas, j'ai pris à bras-le-corps la question. Et j'ai toujours porté, et depuis 5 ans, l'idée d'une région polycentrique. Et j'ai toujours défendu la banlieue. Je dois avouer que je suis parfois aidée, parce que la cherté de Paris et la difficulté de se transporter fait qu'un certain nombre de familles viennent habiter dans des villes autrefois populaires, autrefois ouvrières, et me permettent de les régénérer. Et permettent aux maires d'avoir des vrais projets de ville. Et on le voit en Seine-Saint-Denis, on le voit dans le Val-de-Marne, mais on le voit aussi en Seine-et-Marne et beaucoup plus loin, dans l'Essonne, dans le Val d'Oise. On a aujourd'hui l'arrivée de familles parisiennes ou de familles de la Petite Couronne qui viennent. Et donc, il y a une très grande dynamique qui est portée aujourd'hui par la banlieue. Et cette dynamique, évidemment, moi, je l'appuie profondément. J'essaie d'équiper tout le monde. J'essaie aussi d'embellir cette banlieue. Ça fait partie de mon projet. Et d'abord, de mettre le très haut débit dans chaque hameau. C'est l'un des projets. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vivre à la campagne près de Paris, ce sera désormais possible
en Île-de-France. Et ce sera possible avec une qualité de service qui va être proche de celle qu'on avait à Paris ou en petite couronne. Et c'est ça, à mon avis, la région polycentrique. La région polycentrique, c'est effectivement une région dans laquelle il y a une plus grande attractivité des maisons, des jardins, du pavillonnaire, de la grande couronne, mais pas forcément de transport pendulaire dans la journée, puisque vous l'avez bien compris, l'Île-de-France c'est la plus belle région du monde dès lors qu'on ne se déplace pas aux heures de pointe, qu'on n'a pas à se déplacer. Donc lissage des heures de pointe avec les entreprises, charte de télétravail, tout ça c'est porté par la région depuis des années et la crise a permis d'accélérer ce mouvement. Donc très haut débit partout, une vie au travail différente, organisée différemment, des PME qui se créent, y compris dans des bassins d'emploi plus excentrés et une dynamique portée par la Grande Couronne. C'est pour ça que jamais autant, pour moi, le Grand Paris n'est passé par la réconciliation entre l'hypercentre et la Grande Couronne, puisque nous sommes le poumon vert. Et j'ajouterais que nous avons fait, là, ce mois-ci, et j'annoncerai les résultats en fin de semaine, un budget environnemental participatif pour toutes les communes. C'est 100 millions d'euros qui vont être investis. Ce budget participatif environnemental, c'est ce que j'appelle de l'hyper-décentralisation. L'hyper-décentralisation, ça vise encore à gagner du temps, parce que je vous le redis, dans la relance, le sujet, c'est le temps. C'est pas l'argent, on l'a l'argent, c'est de le dépenser vite. Et donc l'hyper-décentralisation dans le budget participatif, ça se traduit comment? Eh bien, c'est au lieu de passer des marchés publics au niveau de la région, pire encore au niveau de l'État, mais au niveau de la région, au lieu de passer des marchés publics, on va dire aux communes, aux associations, aux entreprises, vous avez des projets environnementaux d'investissement, faites-les vous-même et on vous subventionne. Et vendredi, nous annoncerons les 450 premiers projets qui seront portés de manière totalement décentralisée par des acteurs de terrain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir fleurir des composteurs, des réseaux de chaleur, des pistes cyclables, des abris vélos. Tout ça, ce sera fait localement et ce sera fait aussi beaucoup plus avec de l'emploi local. Parce que plus c'est petit, plus on peut passer par des appels d'offres qui seront des appels d'offres pour les PME. Donc c'est aussi un Small Business Act, ce budget participatif. Hyper décentralisation, Small Business Act, je crois que c'est très important. Je ne vous ai pas parlé évidemment de tout ce que fait la région pour aider les PME et les TPE. Quand même 300 millions d'euros investis dans les prêts rebonds, les prêts résilience, les fonds d'investissement en capitaux propres, etc. Donc on a énormément d'aide aux entreprises. Je ne vous ai pas non plus parlé de tout ce que la région va faire pour la reconversion des demandeurs d'emploi, très important. Vous le savez, nous avons ouvert 40 000 nouvelles formations dès le 1er septembre dans les 6 secteurs qui vont recruter. Parce que le paradoxe de la crise, c'est qu'il y a des secteurs qui plongent, l'aérien, l'aéronautique, j'en ai parlé, et puis vous avez des secteurs qui explosent. Le numérique, l'environnement, le bâtiment, les travaux publics, tous les secteurs de la relance, la santé, le sanitaire et le social, la sécurité. Donc il faut évidemment reconvertir les salariés. Je rappelle qu'il y a 1 000 € de prime pour tous les salariés qui s'engageraient dans les formations des métiers qui recrutent, parce que rien ne serait pire que d'avoir des emplois vacants et en même temps une noria de nouveaux demandeurs d'emploi. Et dernier petit sujet, la jeunesse, parce que Jean-Hervé m'a titillé sur la jeunesse. Les universités sont dans un grand désarroi aujourd'hui et les centres d'apprentissage aussi. Les centres d'apprentissage parce que leurs jeunes ne trouvent pas de stage, donc il faut absolument qu'on les aide à trouver des stages et ce sera vraiment une priorité pour moi. Et sur les universités, il faut faire très attention. Et les lycées... On peut avoir une génération du Covid, une génération totalement sacrifiée qui n'aura rien appris pendant quasiment 1 an et demi. Donc la continuité pédagogique, c'est la priorité, l'ultra-priorité. Il faut que tout le monde s'équipe de numérique et il faut que les professeurs continuent de faire cours et qu'ils acceptent de faire cours en podcast. Moi, j'ai distribué des ordinateurs à tous les lycéens d'Île-de-France parce que je sais que la fracture, elle est là. J'ai 30% de gamins boursiers. Ces gamins, ils viennent de très loin. Ils sont dans des familles très populaires. S'ils n'ont pas l'école de la République, nous allons à la catastrophe. Donc, ce que j'ai fait dans les lycées, avec la conférence des présidents d'université, on va en parler cette semaine pour essayer de faire un grand plan pour les étudiants, de façon à aider les étudiants les plus précaires pour qu'ils ne décrochent pas de leur formation universitaire. Merci beaucoup, Valérie Pécresse. Pardon, pour mais je serai intarissable. Non, mais c'était normal de vous laisser, bien sûr, on peut vous applaudir, bien sûr, pour cette énergie et ce panorama très complet. Alors, je sais que vous devez partir
pas tout de suite, mais un peu plus tôt, donc on va continuer le débat. Néanmoins, je voyais Antoine Frérot vous écouter avec beaucoup d'intérêt, notamment sur ce volet environnemental. Antoine Frérot, Veolia est en train d'essayer de créer le grand champion mondial de l'environnement. Alors vous l'êtes déjà, mais vous voulez l'être encore plus. Mais il y a également la dimension locale, la dimension territoriale en France. Donc vous, la relance au niveau de l'Île-de-France, notamment dans le domaine de l'eau et du déchet, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Bonjour à toutes et à tous tout d'abord. Ce que nous venons d'entendre avec la présidente de la région, mais également avec ce qu'a dit le ministre, c'est maintenant qu'il faut investir, pas demain, maintenant. Il ne faut pas tergiverser, il faut décider. Eh bien, effectivement, cette idée de grand champion mondial de la transformation écologique a tout son sens. Le plan de relance, il a 3 grands volets. La solidarité, l'écologie et la compétitivité. Je dirais un mot aussi, même si vous ne m'avez pas interrogé là-dessus, sur la solidarité. Mais le tiers qui est consacré à l'écologie, tout d'abord, je voudrais rappeler qu'il est non seulement compatible, mais qu'il favorise l'emploi. Les solutions de transformation écologique ont besoin davantage d'emplois que les solutions qu'elles remplacent. Le recyclage des déchets pour en faire de nouvelles ressources, par exemple, a besoin et embauche 8 à 10 fois plus de personnes que pour détruire ces déchets. Donc il n'y a pas d'antinomie entre transformation écologique et emploi. Ensuite, je crois qu'on peut dire que des solutions que nous utiliserons dans 20 ans pour la transformation écologique, on en connaît aujourd'hui une bonne moitié. Encore faut-il les dupliquer et les généraliser. Le Grand Paris et la région Île-de-France ont été depuis très longtemps des laboratoires de ce fait. Et aujourd'hui, elles peuvent être le lieu où ces solutions se démultiplient rapidement. Et puis par ailleurs, des solutions qu'on en utilisera dans 20 ans, il faut en inventer l'autre moitié. Et c'est peut-être aussi le lieu du Grand Paris de les inventer. Quelques exemples. Qualité de l'air. Vous savez que c'est sans doute l'enjeu le plus important entre environnement et santé publique. De premières expérimentations commencent à avoir lieu. Nous en avons fait nous-mêmes une au Rincy l'an dernier dans les écoles. Nous sommes tout près de savoir garantir la qualité de l'air dans les lieux publics sans consommer trop d'énergie. L'expérience du Rincy a été concluante. Nous pouvons le démultiplier dans toutes les écoles et au-delà des écoles, dans tous les bâtiments qui reçoivent du public. Voilà un premier exemple. Le recyclage des plastiques dont on parle tant. On sait recycler un certain nombre de résines plastiques et puis il y a d'autres résines qu'on ne sait pas encore recycler. Mais pour le polystyrène, les pots de yaourt plastiques quand même largement utilisés, on est tout près de savoir. Et bien là aussi, cette région, ce territoire, sont des lieux où nous pouvons l'inventer, l'expérimenter et ensuite l'exporter. Dans une activité plus classique et plus connue, la gestion des grands réseaux d'eau. C'est complexe, un grand réseau d'eau, quand il dessert 5 millions de personnes. Eh bien, ce qui a été fait au syndicat des eaux d'Île-de-France, depuis maintenant 20 ou 30 ans, sert de modèle à toutes les grandes villes du monde, et notamment en matière de pilotage de ces réseaux à distance, de sécurisation et de préservation de la ressource. Nous avons donc, dans le domaine des solutions écologiques, la moitié à dupliquer rapidement dans cette région et ailleurs, et l'autre moitié à inventer dans cette région. Cette région doit être aussi le laboratoire de la transformation écologique, et elle en a les moyens. Un petit mot sur le volet solidarité, si vous permettez aussi. Là, on ne parle plus des grandes entreprises. Vous avez compris que Veolia a des activités qui sont peu affectées par la crise, hein, les services essentiels. D'autres plus affectés, les travaux ou la maintenance industrielle. Mais globalement, ce n'est pas une entreprise qui est très affectée. En revanche, je peux vous dire que, et là plutôt au nom de l'Institut d'entreprise,
qu'il y a de toutes petites entreprises, et vous le savez bien, qui n'ont pas travaillé du tout pendant le confinement et qui travaillent à capacité très réduite depuis le confinement. Et ça va durer. Elles vont mourir si on ne les aide pas massivement. Comment voulez-vous que les hôtels de Paris restent quasiment vides encore 6 mois après, et sans doute pour 6 mois? Comment voulez-vous qu'elles survivent? Les restaurants, le tourisme, la culture. Je pense qu'il faut que dans ce plan de relance, on utilise une partie de cet argent dit de la solidarité pour compenser ces pertes. Sinon, je pense que les chefs d'entreprise de ces toutes petites entreprises vont baisser les bras, vont licencier leurs salariés et puis vont perdre leur outil de travail. Une affaire comme celle-là, c'est une vie de travail. C'est souvent l'assurance retraite de ces gens-là. S'ils se désespèrent, nous perdrons de l'emploi, de l'énergie et sans doute un momentum politique. Il faut se résoudre, en un mot commençons, à compenser les pertes. Soit en transformant l'emprunt en subvention, soit en prenant les bilans du début de l'année et en regardant les bilans de la fin de l'année pour un certain nombre de secteurs et de tailles d'entreprises les plus petites, les remettre à flot. Car il y va de... C'est la France la plus dynamique, celle-là, celle qui crée les petites entreprises, qui les font vivre. Il y a urgence et j'ai peur qu'à la fin de l'année, ça soit déjà un peu tard. Voilà. On entend bien votre appel. Antoine Frérot, vous êtes un adepte, un ardent défenseur de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. On a entendu le ministre, on attend beaucoup de l'État, on attend beaucoup des régions, on attend beaucoup aussi des entreprises. Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire de plus, notamment dans ce domaine de solidarité envers les plus petites, les filières? Est-ce que vous prenez vous-même des initiatives dans votre secteur? La vision élargie de l'entreprise, telle que je la défends depuis quelques années, celle qui dit que l'entreprise n'a pas un seul objectif, mais elle en a plusieurs, vis-à-vis de ces différentes parties prenantes, ceux qui s'engagent avec elle, et que l'un n'est pas privilégié par rapport aux autres. C'est pas de la solidarité. C'est une vision bien conçue du rôle de l'entreprise. L'entreprise ne sert pas qu'à quelques-uns. Elle sert à un grand nombre de gens. Et d'ailleurs, notre histoire économique depuis 150 ans a montré que les entreprises et l'économie de marché avaient servi à toute la nation. Donc, avant la solidarité, c'est déjà de bien arbitrer entre le service des intérêts des salariés, des clients, des actionnaires, des fournisseurs, des territoires dans lesquels les entreprises se meuvent. Et c'est d'abord ça, cette vision élargie. C'est à ça que peut servir l'expression ou la formulation d'une raison d'être. Et si les arbitrages entre ces différents intérêts sont bien faits, sont équilibrés, en équité ou harmonieux, les entreprises se porteront mieux et surtout, elles obtiendront le soutien de la population qu'elles servent. C'est parce qu'une entreprise est utile qu'elle est prospère, et plus elle est utile, plus elle sera prospère, et pas l'inverse. Ce matin, Bruno Le Maire vous a fait un petit appel du pied sur France Inter. Il a dit qu'il faudrait donner un peu de temps à ce projet, ce grand projet que vous portez, pour que les deux patrons de deux entreprises se mettent autour de la table. Est-ce que vous seriez prêt à accorder un peu de temps par rapport à ce délai qui se termine, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, demain, votre offre sur Suez? Monsieur Mabille, je vous reconnais bien là. Vous êtes un journaliste, hein, on ne se refait pas. Je le confesse. Je ne crois pas que ça soit lieu d'évoquer ce projet et cette affaire ici. Ni ce calendrier. Et donc, je pense que nous parlons du Grand Paris, de la relance, de l'enthousiasme, de la confiance nécessaire. C'est sûr que ce projet, il y participe. Hein, dans cette atmosphère plutôt morose, dans cette ambiance de défiance qui datait d'avant le Covid, de notre pays par rapport aux autres pays, oui, ce projet ambitieux, il a de quoi redonner de l'énergie, de toper, mais je ne veux pas débattre, toute façon, évoquer ici ces caractéristiques. On le saura assez vite puisque ça tombe demain, je ne sais pas à quelle heure d'ailleurs, s'achève, à minuit j'imagine demain.
Pour continuer le débat sur le Grand Paris, avec Jean-Yves Le Gall, peut-être parler aussi de la technologie. Finalement, c'est peut-être aussi ça l'espoir, on l'a vu pour l'environnement. 50% des technologies de l'environnement sont encore à créer. Vous êtes dans le domaine du spatial, et ce n'est pas qu'à Toulouse, cher Jean-Christophe, le spatial, même si la tribune fait souvent et vous fait parler souvent à Toulouse sur le spatial, c'est également en Île-de-France. Donc qu'est-ce que cette filière que vous dirigez, que vous pilotez, peut apporter en termes de technologie, d'emploi, d'attractivité pour la région ? Bien, écoutez, comme vous l'avez dit, le spatial, ce n'est pas qu'à Toulouse, et le spatial est très très présent en Île-de-France. Et depuis le mois de mars, le spatial est, je dirais, malheureusement un peu sur le devant de la scène, parce qu'il y a eu la pandémie. Si immédiatement la planète s'est mise en télétravail et a pu continuer à travailler, c'est parce qu'il y a des satellites, et on n'avait pas attendu la pandémie pour équiper tout le monde. Donc il y a eu vraiment une très très grande utilisation des moyens spatiaux pour les télécommunications, aussi pour le suivi de l'environnement. Là aussi, le spatial joue un rôle irremplaçable. Lorsqu'on veut décrire le climat, sur les 50 variables climatiques essentielles qui décrivent le climat, 26, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent être observées que depuis l'espace, depuis les satellites. Et pendant la pandémie, vous avez forcément vu partout ces cartes de la Chine, de l'Europe, où on voyait l'évolution de la pollution, la diminution de la pollution. Et là aussi, le spatial a joué un rôle irremplaçable. Cela dit, comme toutes les industries en ce moment, le spatial, bien sûr, a été impacté par le ralentissement global de l'activité économique. Alors, il a été, je dirais, modérément impacté parce que nous avons un socle qui est extrêmement fort, qui est un socle institutionnel. Et d'ailleurs, la conférence de l'Agence spatiale européenne qui avait eu lieu en novembre de l'an dernier avait quand même débloqué des budgets tout à fait conséquents, près de 15 milliards sur 3 ans. Donc, ces crédits ont toujours été là, mais la partie commerciale de ce que nous faisons a été impactée par le ralentissement de l'économie. Et c'est pour cela que le spatial, comme d'autres secteurs, ont été éligibles au plan de relance. Et en fait, ce qui a été mis en place, c'est un véritable plan d'amélioration de notre compétitivité de l'ensemble de la filière. Je rends ces lunettes à Valérie Pécresse, elles étaient tombées, voilà. Bon, donc nous sommes dans le plan de relance et de mon point de vue, il y a 3 sujets sur lesquels il faut insister. Le premier, c'est qu'il faut renforcer notre autonomie stratégique. On l'a bien vu dans cette période compliquée. Les pays qui dépendent des autres sont les plus touchés et dans le spatial, nous avons de la chance, et en particulier en France et dans le Grand Paris, d'être un peu, je dirais, en tête de la course parce qu'il y a des décisions qui ont été prises depuis 60 ans. On va fêter l'année prochaine le 60e anniversaire du CNES. Nous sommes excellents dans les lanceurs, dans les composants électroniques parce qu'on en a besoin pour ne pas dépendre de l'Asie, des États-Unis, dans le traitement des données et il faut renforcer cette autonomie stratégique. Je crois que c'est un des grands enseignements de la crise que nous vivons. Il faut être autonome plus que jamais et on l'a bien vu dans ces moments difficiles. Eh bien, les gens qui n'étaient pas autonomes avaient des conséquences qui étaient beaucoup plus graves que ceux qui l'étaient. Et une partie importante de ce plan de relance sera consacrée à renforcer cette autonomie, préparer les lanceurs du futur, les composants, améliorer les satellites, insister sur l'environnement, parce que je le répète, le spatial joue un rôle crucial. Deuxième aspect qui est tout aussi important, renforcer notre compétitivité industrielle. Nous avons des fabricants de satellites qui sont au meilleur niveau mondial, Airbus et Thales pour ne pas les nommer. Ils font la course en tête, à peu près la moitié des satellites commerciaux vendus sur la planète sont fabriqués en Europe et très largement en France. Il faut continuer parce que là aussi, il y a un développement avec en particulier, nous sommes challengés par le monde Internet, donc il faut mettre l'accent sur cette compétitivité industrielle. Nous avons des scientifiques du meilleur niveau mondial. La NASA a lancé le 30 juillet le rover Perseverance qui va se poser le 18 février sur Mars. D'ailleurs, je vous invite à regarder les 7 minutes de terreur de l'atterrissage le 18 février. Eh bien, les yeux de Perseverance, le rover de la NASA, ces yeux sont français. Ils sont fabriqués par le CNES, c'est la caméra Supercam. Et donc, ça montre, et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce que chaque fois que la NASA envoie un projet sur Mars, elle lance un appel à idées. Et il faut reconnaître que les scientifiques et la technologie française est toujours sélectionnée. Eh bien, il faut continuer parce qu'évidemment, cette place, d'autres nous l'envient.
Un autre aspect sur l'industrie du spatial, c'est que quand on dit spatial, quand on disait spatial, on pense spontanément lanceurs et satellites. Eh bien aujourd'hui, il faut penser de plus en plus applications et données. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le business des lanceurs dans le monde, c'est 5 milliards de dollars. Le business des satellites, 15 milliards. Le business des applications, plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et on voit qu'on a une sorte de migration d'un monde des infrastructures vers le monde de la donnée. Et là aussi, il faut en profiter pour le plan de relance. Et le troisième volet du plan de relance, donc après l'autonomie stratégique, la compétitivité industrielle, c'est bien sûr se projeter dans l'avenir. Quand on me dit quels seront les systèmes spatiaux dans 10 ou 20 ans, l'honnêteté force à répondre que c'est très difficile de le prévoir. Et c'est pour cela qu'il faut nous organiser pour faire face à toutes les situations qui peuvent arriver. Et c'est ce que nous faisons, ce que nous ferons avec ce plan de relance et avec une partie très importante de ce plan de relance qui aura lieu ici, dans le Grand Paris. Merci beaucoup. Peut-être une question de relance sur le volet les startups. On en parle beaucoup. Dans la relance, c'est capital. Absolument. Station F, vous êtes également très présent. Alors, nous sommes partenaires à la Station F parce que lorsque je dis qu'il y a des dizaines de milliards de dollars au niveau mondial dans les applications, eh bien parce qu'il faut expliquer à des tas de gens qui ne font pas du spatial ce que le spatial peut leur apporter. Mon exemple de tout à l'heure sur le climat, avec les 26 variables essentielles climatiques qui sont fournies par les satellites, des tas de gens ne le savent pas. Je raconte une anecdote toujours qui est un peu cruelle, mais qui explique finalement qu'on a besoin d'expliquer ce que nous faisons. Il y a quelques années, lorsqu'on a proposé à un président des États-Unis d'investir 6 milliards de dollars pour renouveler la flotte de satellites météorologiques des États-Unis, il a souri en disant « Écoutez, ce n'est pas utile, je vois la météo tous les soirs à la télé ». Eh bien, il n'avait pas intégré que ce qu'il voit tous les soirs à la télévision, ce sont des images des satellites. Et il faut expliquer tout ce que le spatial peut apporter, justement, dans la relance aujourd'hui. Merci beaucoup. J'en profite pour préciser que nous serons à Station F le 12 octobre pour fêter les 35 ans de la Tribune. Donc voilà, nous aurons un autre événement où nous parlerons des startups. Alors, Walid Ben Youssef, pour conclure cette table ronde sur le développement économique, sur l'attractivité, sur les conditions de la réussite de la relance, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous avez entendu tous ces projets, ce sont les projets finalement qui conduisent la relance. Le Grand Paris, d'ailleurs, c'est ça, un projet. Absolument, merci. Bonjour. Alors, déjà, je voudrais réagir au discours enthousiaste du ministre, son volontarisme et au volontarisme de la région qui s'est exprimé par vous, Madame la Présidente, pour dire que l'attractivité de la France aujourd'hui n'a pas décroché. Comme vous le savez, nous diligentons chaque année un baromètre de l'attractivité. La France, en 2019, était pour la première fois sur le podium de l'attractivité par rapport à ses concurrents européens que sont le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et sur un peu plus d'1 millier de projets, plus de 2 tiers des projets se sont réalisés ou sont en cours. Donc c'est un point très important à avoir en tête. Et aujourd'hui, évidemment, on voit et on anticipe un ralentissement des investissements sur 21-22. Pour autant, la France n'a pas plus pâti de la crise sanitaire que ses concurrents. Donc autrement dit, nous sommes toujours en situation de pouvoir continuer à faire valoir nos atouts sur la scène internationale pour les investissements directs étrangers. Alors, les investissements directs étrangers, c'est une partie du développement économique essentielle. Je rappelle, 20 000 entreprises sur le territoire national, 2 millions d'emplois, un peu plus près de 30% de nos exportations. Donc ça pèse un poids extrêmement important. Donc il faut être attentif à cet indicateur-là. Donc aujourd'hui, de ce point de vue, la France reste sur la même ligne de départ que ses concurrents et nous n'avons pas plus pâti que les autres partenaires européens de cette crise sanitaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans l'attractivité qui fonde l'attractivité de la France, évidemment, on va retrouver tout cet écosystème que vous avez tous parfaitement bien décrit, des talents, des chercheurs, des scientifiques, des infrastructures, enfin, c'est ce qui fonde. Et le Grand Paris, dans cette attractivité, compte évidemment pour beaucoup, puisque c'est près de 30% du PIB national, donc naturellement, elle en est une des locomotives. Alors, les investisseurs étrangers que nous interviewons, avec lesquels nous dialoguons régulièrement, sont attentifs, notamment dans les arbitrages à venir, dans le contexte de la crise que nous connaissons, à la nature des plans de relance qu'organise chaque pays. Et force est de constater que dans le plan de relance français,
non seulement il est vigoureux, mais surtout il s'inscrit dans une perspective d'avenir, puisque c'est vraiment un plan de transformation. C'est-à-dire toute une série de transformations qui étaient déjà en cours sont aujourd'hui accélérées par ce plan de relance. Quand je dis transformation, j'entends les transitions dont vous entendez parler en permanence, c'est-à-dire à la fois la transition numérique, la transition écologique, la transition énergétique. Et donc l'ensemble de ces transitions sont aujourd'hui dopées par ce plan de relance. Et donc c'est des éléments très importants pour attirer des investisseurs et puis permettre évidemment de faire du développement économique sur le territoire. Alors le développement économique sur le territoire, c'est quoi? C'est justement le mot territoire qui est clé là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est évidemment au niveau des territoires, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, que les projets se construisent. C'est au niveau des territoires que les intérêts s'alignent entre porteurs de projets, investissement public et investissement privé. Et un des enjeux de ce plan de relance, de ce plan de transformation de la France, ça va être justement de l'aligner avec les intérêts des investisseurs privés. Et aujourd'hui, il y a énormément de liquidités sur le marché, que ce soit des fonds d'infrastructure, que ce soit des fonds d'investissement, qui souhaitent miser précisément sur cette transition. Et donc notre capacité à faire du développement économique et donc à fabriquer de la richesse endogène à partir des acteurs déjà présents sur le territoire dépendra de notre capacité à aligner ces intérêts. Et là-dessus, je dois saluer quand même, moi qui travaille beaucoup sur les territoires, c'est notre métier au quotidien de construire des projets, je dois dire qu'avec cette crise, on a vu se positionner les territoires, au premier rang desquels bien sûr les régions, mais aussi les métropoles, comme le premier partenaire de confiance en fait, des entreprises. Pourquoi? Parce qu'elles ont réagi immédiatement, à travers des plans d'urgence, puis des plans de relance, qui se sont parfaitement articulés avec ceux de l'État, et puis l'ensemble des collectivités ont maintenu la continuité de service, ont répondu au téléphone aux entreprises, elles se sont positionnées dans cette relation de confiance avec les entreprises, et c'était pas une chose évidente, parce que jusqu'à présent, les régions n'étaient pas nécessairement ni comprises, ni même connues comme acteurs structurant du développement économique. Et donc, fort de cela, si les régions, les métropoles emboîtent le pas de cette confiance avec les acteurs économiques qui ont besoin de soutien, vous l'avez rappelé à juste titre, eh bien, il est possible d'en faire les acteurs, les locomotives de cet alignement d'intérêts sur le territoire qu'on a tant de mal à faire sur les projets au quotidien. Et vous avez raison de dire, il y a beaucoup de liquidités, et le ministre l'a rappelé, il faut dépenser vite l'argent, donc ça veut dire qu'il faut vite avoir des projets, suffisamment de projets, des projets bien structurés, et des projets qui permettent à la fois de dépenser l'argent public, évidemment, mais aussi de faire levier avec cet argent public, avec l'argent privé. Et ce levier-là, il est clé et il nécessite, et ça se fait à l'échelle de chaque projet, il nécessite de pouvoir s'appuyer justement sur des régions, sur des acteurs de proximité, des acteurs qui ont démontré leur capacité à être proches des acteurs pour construire des projets viables économiquement, qui cochent la case de l'intérêt général et qui permettent évidemment aux investisseurs privés de s'y retrouver en termes de rentabilité. Allez-y Valérie Pécresse, vous voudrais voulez réagir parce que, évidemment, moi j'ai les chiffres que vous n'avez pas, mais qui vont exactement dans votre sens, et je voudrais les donner parce qu'ils sont intéressants, et je ne les ai pas donnés tout à l'heure. On a fait ce qu'on appelle un PMUP relance, c'est-à-dire une aide à l'investissement des entreprises pour les aider dans la relance, et l'objectif c'était évidemment de la relocalisation de la supply chain, soit en amont, soit en aval, pour les entreprises industrielles, mais aussi de la reconversion d'entreprises qui seraient en difficulté dans leur secteur d'activité, qui voudraient changer de secteur d'activité. On a eu plus de 280 projets déposés cet été pour 800 millions d'investissements. Ça veut dire qu'en fait, on a une dynamique entrepreneuriale en Ile-de-France qui est unique. Et nos entrepreneurs, ils n'ont pas baissé les bras. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à se réinventer avec la crise. Et ça m'a énormément frappé. J'étais avec Nicolas Dufourcq au téléphone juste avant de venir, et il me disait que sur le prêt-rebond BPI, qui aide les entreprises à redémarrer, il y en a 800 millions qui ont été distribués. C'est un partenariat BPI Région. 800 millions qui ont été distribués en France, 300 millions rien que pour l'Île-de-France. Ça veut dire qu'on a représenté 40% des prêts rebonds. Ça veut dire qu'on a une dynamique entrepreneuriale en Île-de-France qui est colossale. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Et pareil, on a décidé de mettre en place à la région, et on va s'appuyer aussi avec BPI qui va nous aider, un fonds pour aider des salariés
qui voudraient reprendre des entreprises, parce que ça a été dit par Antoine Frérot, et je crois qu'il a très raison, il va y avoir des entrepreneurs qui vont baisser les bras. Et je pense notamment aux entrepreneurs proches de la retraite, ou aux entrepreneurs qui pourraient déjà être à la retraite, qui se sont pris les grèves, les gilets jaunes, et maintenant qui se prennent le Covid. Et donc, il va y avoir des gens qui vont fermer boutique. Mais il faut qu'on travaille sur la reprise, parce qu'il va y avoir aussi les salariés qui ont les compétences pour reprendre. Et donc, on va faire un beau travail avec la BPI en commun, nous, formation, et puis ensuite ensemble sur l'aide à la reprise d'entreprise. Et je pense que c'est sur ce tissu entrepreneurial. Et vraiment, moi, j'y crois et je le sens vraiment très, très puissamment. On vient de faire aussi une conférence climat la semaine dernière qui a réuni l'ensemble des acteurs, y compris sur tous les secteurs de la transition écologique. On avait évidemment Veolia. Et je crois que là aussi, il y a un vecteur très très puissant de création de filières, de création de valeur, création de filières industrielles, et que la commande publique sera au rendez-vous. Et c'est pour ça qu'on a créé ce budget participatif environnemental, c'est pour que la commande publique, notamment celle des collectivités locales, soit au rendez-vous. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Je pense que ça sera le mot de la fin parce que d'autres tables rondes nous attendent et nous avons presque tenu les délais. Voilà.